Salut, je sais pas si je vais réussir cet exercice de faire un podcast que je ne prépare pas vraiment et où je vais donner quelques idées en vrac concernant notamment l'avenir. Donc par exemple, au niveau des métiers, on nous dit qu'il restera certains métiers comme le métier de plombier. Que tu dois te mettre à quatre pattes derrière des toilettes pour essayer d'aller faire une soudure ou je ne sais quoi. Un robot humanoïde va quand même pas faire ça tout de suite. Bon, la question est que parmi ces métiers qui resteront, il y aura combien de CV envoyés pour une seule offre? Donc il y a toujours le principe des vases communicants. Moins il y aura de métiers qui perdureront, plus ils seront soumis à une massive candidature de la part des chômeurs qui restent sur le marché. Et il y a aussi la question de la valorisation. Du coup, est-ce que ces métiers qui restent seront extrêmement valorisés du fait qu'il y aura 200 CV pour une offre? Ou bien est-ce que finalement ça fera au contraire un effet qui se coule, qui est que tout le monde voudra une espèce de revenu universel, je ne sais pas ce que sera devenu l'économie, plutôt que de faire ces derniers métiers ultimes qui restent encore sur le marché. Alors, la première chose. Deuxième chose, au niveau des assureurs, puisqu'il y a beaucoup de secteurs qui vont disparaître, on dit que l'assurance, quand même, un des premiers métiers des assureurs, c'est l'assurance voiture. Et il s'avère que si demain, tous les transports sont des véhicules autonomes, forcément, Tesla l'a dit lui-même, il va assurer finalement ses propres voitures. Et ça, c'est intéressant parce que ça, c'est typiquement la mentalité d'Elon Musk. J'avais fait une vidéo sur lui où j'explique sa vision. C'est là la vision extrêmement industrielle et stratégique d'Elon Musk, qui est un type qui fonctionne avec des conglomérats verticaux. Du début à la fin, il maîtrise tout le produit et service qu'il vend, intégralement. Et aujourd'hui, depuis quand même plus de 100 ans que les voitures existent, les constructeurs, Renault, Peugeot, Citroën, Ford, tout ce que vous voulez, ne proposent pas vraiment d'assurance. Vous avez éventuellement des assurances garanties sur le SAV, des choses comme ça. Mais ils ne proposent pas ça. D'ailleurs, je me rappelle d'une vidéo d'Olivier Delamarche qui expliquait que Renault, en France, ne gagne de l'argent que grâce au crédit bancaire. Donc, ils ne gagnent pas d'argent avec les véhicules vendus. Ils gagnent de l'argent en faisant financer les véhicules qui sont vendus en concession. Et c'est grâce au financement bancaire et grâce aux intérêts que Renault gagnait de l'argent. Et c'est intéressant parce que tous ces constructeurs qui nous vendent des bagnoles depuis plus d'un siècle n'ont jamais vraiment proposé de devenir assureurs. On a toujours eu des assurances séparées et les constructeurs automobiles. Or, c'est là la vision d'Elon Musk qui est de toujours tout proposer du début à la fin. Et donc, il proposera évidemment d'assurer lui-même. De toute façon, ça sera ses propres voitures. Donc, ça sera son propre service avec sa propre application, avec sa propre industrie. Mais il fera sa propre assurance. Donc, on avait cette question qui est: est-ce que les assureurs existeront encore? Mais après, il y a quand même autre chose, c'est que, si vous voulez mon avis, ce qui sera majoritairement assuré pour un particulier, ça ne sera donc plus forcément des véhicules qui seront des véhicules collaboratifs, soit ils vous apparteront, mais comme un peu comme un appartement Airbnb, vous louerez sans arrêt votre véhicule, vous louerez à d'autres personnes, puisqu'il sera autonome, il pourra partir de votre maison pendant que vous dormez la nuit pour aller voir quelqu'un d'autre. Et donc, un des premiers postes de dépense qui était le véhicule va être remplacé probablement par les robots. Et donc là, on peut considérer que chaque foyer aura un ou plusieurs robots. Chaque humain aura son robot ou plusieurs robots. Et ces robots, surtout au lancement, c'est certains qui vont faire des drames. Il va y avoir des morts avec des fausses manœuvres. Il y a des robots qui traverseront la route,
peut-être que les voitures autonomes ne seront encore pas partout. Je veux dire, on peut imaginer tellement de configurations. Les types qui jettent les trottinettes dans la Seine, on peut imaginer qu'ils vont jeter des robots dans la Seine. On peut imaginer énormément de choses. Les robots qui tombent en panne de batterie au milieu d'un chemin de fer, je sais pas quoi. Il va y avoir... Ça va être chaotique, à mon avis, l'arrivée des robots. Avec une transformation aussi légale et juridique qui va être impressionnante. D'ailleurs, il faut qu'on parle de ça aussi. Donc, les assurances véhicules pourraient tout à fait être remplacées par les assurances robots. Cela étant dit, comme on l'a vu, un constructeur de robots comme Unitree, le constructeur chinois, et en fait tous les constructeurs robots, pourraient adopter ce même modèle de commercialisation qui serait de commercialiser le robot avec l'assurance. Parce que là, il y a des progrès récents dans les IA, et aucun nous explique que les photos que tu fais pour ton assurance véhicule, par exemple, il y a une fille qui avait, elle avait fait une photo de la carrosserie de la bagnole de son copain. Elle a même pas besoin de photoshopper ni rien. Elle demande à l'IA de lui faire une énorme éraflure, et elle envoie la photo avec une énorme éraflure à son copain. L'éraflure, évidemment, n'a jamais existé. Et elle lui renvoie ensuite la photo réelle, en lui disant que, évidemment, la voiture n'est pas éraflée, que c'est une IA qui a créé l'éraflure. Ça veut dire que toutes les preuves juridiques n'ont plus aucune valeur. Aujourd'hui, plus que jamais, tu pouvais encore photoshopper un peu hier, mais là, aujourd'hui, plus que jamais, en quelques secondes, à une vitesse folle, et on est seulement en 2025. Je veux dire, les preuves juridiques vont toutes péter dans les années à venir. Donc, c'est-à-dire que tous les procès aux tribunaux, les adultères, tu pourras te mettre en scène avec 400 nanas sur une photo. De toute façon, ça sera une IA, chérie, je t'ai jamais trompé. Il y a 400 nanas sur cette photo, mais moi, j'ai jamais été ici, jamais. Il n'y a pas de preuve. Tout ça, c'est du factice. Donc, les assureurs, les tribunaux, tout ça est complètement à l'âge de pierre. On se croirait au XVIIIe siècle. Ça n'arrive pas à suivre la vitesse d'évolution des technologies. Mais voilà, on revient à cette phrase, on n'arrête pas le progrès. Voilà, on n'arrêtera pas le progrès. C'est là toute la problématique que j'avais soulignée dans mes ouvrages aussi, c'est que l'idée qui fait sens d'un moratoire mondial qui suspendrait toutes les recherches autour de l'intelligence artificielle et des technologies montantes ne sera jamais fait. Ça paraît improbable. Ou en tout cas pas dans les temps, ou pas au niveau qu'on aimerait. Vous avez ces procédés avec les armes nucléaires, avec les armes chimiques. On sait que les États trichent, qu'ils ne déclarent pas tout, qu'ils ne obéissent pas à leurs traités. Les accords de Minsk avec la guerre en Ukraine, on voit bien que la France n'a pas obéi à ces traités qu'elle a signés. Bon. Le problème, c'est qu'il n'y a pas seulement la concurrence des entreprises privées entre elles, mais aussi des États entre eux. Donc tout le monde se tire la bourre dans une fuite en avant. Et la Chine ne va pas se dire « Ok, on fait un moratoire mondial, on suspend les recherches », en se disant que l'Amérique va avancer pendant ce temps, puisqu'elle va être dépassée. Donc le principe de concurrence, c'est un principe qui fait qu'on n'arrête pas le progrès. Je pense que c'est le sens même de cette phrase. Et à cette époque où il fallait faire un moratoire mondial sur l'IA, personne n'en avait rien à faire et personne même n'envisageait que cela allait arriver. Alors que c'était une évidence. Une personne comme Ray Kurzweil, on l'avait prophétisé depuis très longtemps. Toutes ces choses-là, depuis les années 2000-2005, ça aurait dû être acté. Et à cette époque, il y avait le temps de voir venir, il y avait le temps de faire des choses. Et aujourd'hui, où il parle d'un moratoire mondial et de s'intéresser à l'IA, alors que c'est trop tard, la phase suivante, j'en ai déjà parlé, c'est le contrôle mental, qui n'est pas la phase suivante, qui est une phase déjà en cours, qui probablement a démarré en 2020, avec la soupe qu'ont avalé une grande partie de la population. Vous savez de quoi je parle.
Et ça soulève des questions. Il y a un film dessus qui s'appelle Cortex Control, ça c'est la version américaine. En français, je me souviens plus du titre, malheureusement, mais bon, vous devriez le retrouver avec internet. Je mettrai peut-être un jour la bande-annonce sur une des vidéos, si j'ai pas de problème de droit d'auteur, mais sur la bande-annonce, je pense pas. Et déjà, donc, on parlait d'organiser toutes les villes intelligentes autour des ondes, 4G, 5G, ce que vous voulez, et les êtres humains seraient totalement contrôlés mentalement. Ça, c'est une technologie, à mon sens, déjà prête, déjà en cours d'utilisation. C'est très difficile d'en avoir des preuves, c'est très difficile de savoir qu'est-ce qui est utilisé ou non, quels sont... Tout ça, c'est vraiment... je vous renvoie aussi à ma vidéo sur la Serbie avec ce Hummer qui envoie des ondes pour libérer, séparer la foule, ouvrir une marée humaine comme Moïse. Et avec des ondes pulsées, des ondes brûlantes, il y a la même chose avec les ondes qui permettent de... D'ailleurs, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'on nous envoie des ondes de dépression en France? Parce que c'est un peuple extrêmement rebelle, extrêmement agité, qui s'avère être déprimé depuis quand même assez récemment. Je veux dire, depuis peut-être 40 ans, 30 ans, il y a une grosse dépression en France. Et on se demande, est-ce que c'est pas parce que c'est un peuple extrêmement agité et rebelle que la meilleure façon de le calmer, c'est de lui envoyer des ondes de dépression? Je sais pas, c'est complètement complotiste à un degré débile, parce que on n'a pas de preuve de tout ça. Donc voilà. Toujours est-il que, pour moi, on a rendez-vous avec le destin, et en fait avec Dieu, parce que ceux qui n'ont pas assez poussé les recherches peuvent encore raisonner de manière rationnelle, scientifique et technique. Mais quand tu vas au bout des recherches, et surtout que tu vois au bout des horreurs de l'être humain, et de ce qui va arriver, tu es obligé de tomber à la fin sur Dieu, et surtout de te dire que dans ce qui va arriver, que j'espère positif, mais qui pourrait potentiellement être négatif, il n'y a que Dieu qui peut t'aider. À un moment, il n'y a pas d'autre choix que le surnaturel et qu'un créateur ultime qui viendrait à ton secours. Il n'y a pas d'autre choix, parce qu'on arrive à un tel niveau d'horreur technologique potentielle, totalitaire et vraiment insurmontable. Je reprends l'exemple, qui est un exemple basique, parce que le contrôle mental, vous vous doutez que c'est beaucoup plus embêtant. Une IA s'échappe, demain matin, tu es obligé d'avoir un gouvernement mondial, parce que l'IA, elle va contrôler aussi bien le bouton nucléaire de la Russie que des États-Unis. Tu te doutes bien que si l'IA s'échappe et elle dit « Bon, maintenant, je veux que Poutine et Trump se serrent la main, et je veux d'un gouvernement mondial, et je veux que la Corée du Nord aussi en fasse partie, et je veux que tout le monde vive heureux. Si vous le faites pas, j'envoie toutes les bombes nucléaires que je peux libérer. Puis elle pourra hacker des systèmes très probablement plus pourris que d'autres. Hein. On peut imaginer que la Corée du Nord, même s'il y a des bons hackers on sait qui s'amusent à récupérer des bitcoins en Amérique et ailleurs, on le sait, mais on peut imaginer qu'il y a des systèmes un peu plus obsolets qui feraient moins bien face à une IA qui s'échappe sur la toile. Bon, si en plus il s'avère qu'elle a la main mise sur des technologies d'influence comportementale des êtres humains, encore mieux si tous les êtres humains se sont intégrés une puce au cerveau, et que, évidemment, à travers le Wi-Fi, à travers les ondes, elle peut avoir la main mise sur les puces, puisque ces êtres humains augmentés seront connectés à Internet. Mais je veux dire, tu fusionnes à la fois le monde entier en gouvernement mondial, et tu fusionnes avec l'intelligence artificielle. Et la question que j'avais déjà soulevée, que je ressoulève, est-ce que c'est toi qui maîtrises l'IA, ou est-ce que c'est l'IA qui te maîtrise toi? Ça, c'est une vraie question. Donc, l'humanité a rendez-vous avec le sens de la vie, et qu'est-ce qui définit un être humain? Et pour moi, j'en avais un peu parlé, ce qui définit aussi, ce qui différencie un homme d'un robot, malgré tout, c'est quand même un niveau d'éducation, un raffinement, une élégance, une finesse des émotions,
il n'y a pas de sens à ce qu'un robot soit bien habillé. Il n'y a pas de sens à ce qu'un robot soit parfumé. Il n'y a pas de sens à ce qu'un robot ait une très belle élocution et construise de belles phrases. D'ailleurs, le but est même plutôt qu'il... j'ai oublié le nom d'ailleurs. Mais les robots ont tendance à communiquer entre eux plutôt par des formes de morse, par des communications beaucoup plus rapides. Elon Musk lui-même lui dit que la langue humaine, qu'elle soit anglaise, française, c'est beaucoup trop lent et qu'il voudrait qu'on communique par télépathie. Bon, ce qui définit un être humain, qui sera peut-être amené à évoluer malgré tout, spirituellement, pourquoi pas, et même dans sa civilisation, mais ce qu'il définit, c'est quand même une certaine justesse, une certaine finesse d'émotion, une délicatesse, une fragilité. Ça, il n'y a pas ça dans des programmes algorithmiques, mathématiques, technologiques. Et c'est pour ça que je parle d'une certaine élévation de l'âme, notamment sur la dernière vidéo, où je me dis, qu'est-ce qui, à la fin du fin, nous différencie d'une machine extrêmement plus intelligente que nous. Donc, à la fin du fin, l'introspection des êtres humains vers l'accomplissement vraiment de leur être, de leur but, de leur existence, parce qu'il y aura encore moins de sens à la vie et aux choses dans les années à venir. Et beaucoup de boulots idiots vont aussi disparaître, mais beaucoup pourraient apparaître. Vous savez, tout ce qui est coach, développement personnel et compagnie, on peut le critiquer, mais demain, s'il n'y a plus de boulot d'ouvriers, d'artisans, s'il y a beaucoup de choses qui disparaissent, il y a une nouvelle couche de société, de boulots qui viennent se rajouter là-dessus, qui seront certainement des boulots qui se tournent davantage vers la psychologie et le bien-être. Parce que il est possible qu'une IA, et même logique, qu'une IA et qu'un robot, aussi intelligent soit-il, ait plus de mal à passer le message à un autre être humain, par exemple, de comment s'adapter au nouveau monde. Ce serait mieux que ce soit un humain qui vous explique comment vous adapter à ce nouveau monde. Donc il y a certainement beaucoup de boulots qui seront plus tournés vers du développement, du coaching, de la psychologie, si on a toute une couche, une frange de travaux et de secteurs qui disparaissent, qui étaient eux extrêmement terre à terre. Donc paradoxalement, ça pourrait augmenter la quantité de boulots qui aujourd'hui sont considérés comme un peu superficiels ou inutiles. Je me demande aussi comment vont tourner les arts humaines. En fait, déjà, bon, tu vois la musique de Jules et les musiques des dernières années et tout le tournant Claude François que j'ai jamais aimé, j'ai toujours trouvé que c'était de la merde, Claude François. Il y a eu ce mouvement de renaissance, il pourrait aussi peut-être y avoir des mouvements... C'est intéressant vraiment, je veux dire, on vit quelque chose qui est aussi, même beaucoup plus important que la Renaissance. Au niveau intellectuel, artistique, culturel, je veux dire, ça va être un changement, mais inouï dans l'histoire humaine, ce qui va arriver. Donc c'est le rendez-vous intérieur avec Dieu. Et à tout ça, il n'y a que deux issues possibles. Soit on croit que la machine qu'on a créée avec nos mains est un Dieu, soit on croit que tout ce qui existe a été créé par une énergie qui existait déjà avant. Dieu, cette énergie, donc, aurait créé à la fois nous, à la fois toute la matière et toute la terre, et on aurait simplement canalisé des énergies pour amener les choses vers le bien ou vers le mal. Mais nous, on est juste des antennes, on canalise des idées, et finalement, elles se reflètent, on essaie de créer des maisons, créer des choses. Mais il y a une énergie créatrice à la base. Donc, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Les anciennes civilisations, on le voit avec Moïse qui redescend de la montagne. En fait, son peuple a été incapable de l'attendre parce qu'il est resté trop longtemps sur la montagne. Et son peuple avait créé un veau d'or. Parce que son peuple avait besoin de créer un dieu de ses mains. Et il y a plein de passages dans la Bible qui expliquent les poteaux sacrés, les dieux en bois. C'est pour ça que le Christ sur une croix, qui est un truc très catholique, que les protestants renient, mais ils ont quand même une croix. Mais
les représentations sont assez mal vues normalement, en ce sens que c'est le fait de créer un dieu avec ses mains. Quand tu crées une technologie, ici une IA, tu vas créer un dieu avec tes mains. Et donc le péché majeur dans l'Ancien Testament, je le rappelle, qui est commun aux trois grandes religions, l'idée de créer un dieu en bois, en métal, technologique, ce que tu veux, avec tes mains, avec ton cerveau, et ensuite plier les genoux et l'honorer, c'est un péché envers Dieu. Parce que Dieu te rappelle que tu ne dois pas hisser comme Dieu quelque chose que tu as créé de tes mains. Et la vie sur Terre est particulière en ce sens que on a 5 sens pour expérimenter le monde autour de nous. Si tu réfléchis bien à la question, si on t'enlève la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, tu deviens une plante verte en fait, si on enlève tes 5 sens. Tu deviens une plante verte. Tu n'as plus vraiment de... tu n'as plus de conscience, tu n'as plus rien, tu n'existes plus. D'ailleurs, il y a des exercices autour du MK Ultra, des exercices de torture qui étaient de priver des 5 sens des humains pendant plusieurs minutes, plusieurs heures. Les gens devenaient fous. Et les 5 sens définissent ta vie. Or, on le voit dans mon deuxième ouvrage où j'explique que, en fait, ces 5 sens vont être, on peut dire biaisés, mais en tout cas, ils vont être redéfinis. C'est le but, à travers les nanorobots, puisque tu pourras expérimenter un jeu vidéo à travers ton corps. C'est-à-dire que si ton soldat dans ton jeu vidéo est blessé, tu sentiras des douleurs dans ton estomac parce qu'une épée t'a transpercé. Parce que les nanorobots pourront s'agiter à cet endroit-là et agiter tes nerfs. Tu pourras vraiment expérimenter un monde virtuel dans ton corps physique. Ton corps physique pourra être transformé, comme les documentaires de science-fiction avec des aliens qui ont des toutes petites bouches et pratiquement pas d'estomac parce qu'ils se nourrissent de plantes vertes. On sait maintenant que tu peux te nourrir avec quelques enzymes plutôt que d'alimenter des kilos, de faire de l'agriculture intensive et de bouffer comme un dingue. Tu pourrais avoir quelques petites pilules et ça te nourrirait en fait. Il y a... Et en fait, allant jusqu'au bout de ce principe, Ray Kurzweil expliquait qu'on pourra se passer de nos organes. Donc, à la fin, il expliquait qu'on pouvait balancer, je sais plus quels organes, mais pratiquement tous nos organes. C'est invraisemblable. Hein. Si tu te projettes sur le long terme, je te parle pas de 10-20 ans, mais sur du 50, 100 ans, 200 ans, ce que va advenir l'être humain, mais ça va être... C'est un tournant immense dans l'histoire humaine, ce qui est en train de se produire. Et pour revenir aux 5 sens de manière un peu plus philosophique, le propre de la vie, quand tu y réfléchis, c'est d'être alimenté par tes 5 sens. Tu n'expérimentes le monde que à travers tes 5 sens. Or, à travers tes 5 sens, tu peux jamais expérimenter Dieu. Et c'est toute la folie de la vie, en fait. C'est de te dire que Dieu existe, or tu peux pas le voir, tu peux pas l'entendre, tu peux pas le toucher, tu peux pas le goûter. Dieu est partout parce que mathématiquement, les chances que le Big Bang existe, que la Terre soit créée, que la vie sur Terre existe, que même toi tu existes, on sait, les chances mathématiquement sont improbables, c'est impossible. Et pourtant, tu expérimentes cette chose qui est la vie à travers 5 sens qui te privent complètement de contact avec tout ce qui t'a créé. Parce que ce qui t'a créé, c'est partout autour de toi. Quand tu goûtes le monde. Tu vois le monde, tu touches le monde. C'est-à-dire qu'à travers tes 5 sens, tu ne peux jamais atteindre Dieu parce que Dieu est partout. Et donc, c'est vraiment un asile à ciel ouvert où tu ne peux jamais expérimenter Dieu parce que Dieu est partout, en fait. Donc, tes 5 sens te privent de l'atteindre, mais pourtant, il est partout. Parce que c'est lui qui a fait le Big Bang. C'est vraiment particulier. Et ça sera bien malheureux d'arriver dans un monde où les types vont se mettre à honorer ce qu'ils ont créé de leurs mains parce que cette chose, en quelque sorte, leur abrège leur souffrance en pensant à leur place. C'est le même principe que la guerre mondiale.
J'avais fait aussi un podcast dessus, où finalement, un type enrôlé dans l'armée, on lui disait, voilà, il y a des types en phase, va tirer dessus. Et tu devenais criminel et tu faisais des meurtres, alors qu'hier, tu étais gentiment paysan dans ton champ avec tes vaches. Le lendemain, un État fait de toi un meurtrier. Euh, c'est toujours le principe de l'expérience de 1000 grammes, l'expérience de collaboration, où tu remets ta responsabilité à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu l'idée de vendre son âme. Tu remets la responsabilité de ta vie, de tes actes, de tes expériences à quelqu'un d'autre. Ici, on peut considérer que tu le remets à un autre Dieu, à une IA, à quelque chose. Pour qu'on vive ta vie à ta place. Parce que la vie est très dure philosophiquement, psychologiquement, et que les gens préfèrent donner leur âme pour que quelqu'un d'autre décide de leur vie. Ça les soulage. Ils préfèrent vendre leur âme parce que ça les soulage. Parce que porter ton âme sur tes épaules et considérer que chacune de tes paroles, chacune de tes pensées, chacun de tes gestes sont ta propre responsabilité, et que tu t'engages tout entier avec elles, et que tu t'engages en général vers des mauvaises voies, toujours automatiquement, parce que les humains sont mauvais par nature, et ben c'est pas agréable pour les êtres humains. Donc ils préfèrent se déresponsabiliser.